Elle se disait qu'elle ne le toucherait jamais, pas sa main, pas son cœur. Mais debout sous la pluie devant son appartement terrasse, sa robe collée à sa peau, elle comprit quelque chose de terrifiant. La haine avait été plus facile que cela. Il y a des moments où tout bascule, où le sol sous la certitude se fissure, où la personne à laquelle vous aviez juré de résister devient la seule qui ait un sens. Elle était une curatrice d'art, avec des mains calleuses et de la peinture sous les ongles. Il était un promoteur milliardaire qui détruisait les belles choses par appât du gain. Ils étaient censés être ennemis, mais quelque part entre les disputes et le silence, quelque chose d'autre a grandi. Ceci est une histoire de proximité, de comment la proximité peut réécrire chaque règle que vous pensiez tenir pour vraie, de la découverte que la ligne entre la haine et le désir est plus mince que le souffle. Nous allons parcourir des rues détrempées par la pluie et des galeries faiblement éclairées, des salles de réunion qui sentent l'ambition et des toits qui ont le goût de la reddition. Tous les moments où ils ont essayé de rester loin et tous les moments où ils ont échoué. Parce que certaines attractions ne sont pas logiques, elles sont gravitationnelles. Si les histoires de passion interdites et d'amour retrouvées vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage amoureux cinématographique chaque soir. Alors commençons, non pas par le baiser qui a tout changé, mais par le regard qui a rendu cela inévitable. La galerie sentait le vieux bois et la térébenthine, comme de l'histoire qui refuse de disparaître. Elle se tenait devant une toile, 19e siècle, huile sur toile, valant plus que la maison de la plupart des gens. Ses doigts planaient à 1 centimètre de la surface, lisant la texture comme du braille. La lumière du puits de lumière attrapait les particules de poussière en suspension dans l'air. Tout semblait sacré, intact, à elle. Puis la porte s'ouvrit, pas doucement, avec le genre d'assurance qui présuppose la permission. Ses pas étaient mesurés, du cuir coûteux sur des planchers usés. Elle ne se retourna pas, mais sa colonne vertébrale se redressa involontairement. « Ce bâtiment a été vendu, » dit-il. Sa voix était plus basse qu'elle ne l'attendait, texturée comme de la fumée. « On m'a dit que vous êtes la curatrice qui refuse de partir. » Elle se tourna enfin, rencontra ses yeux, sombres, évaluatifs, imperturbables. « Je suis la curatrice qui protège ce que vous voulez détruire. » Il s'approcha, balayant les murs d'un regard avec l'efficacité d'un homme d'affaires. Elle remarqua d'abord ses mains. Pas de bague, pas de montre, étonnamment nues. « Je ne détruis pas, » dit-il. « Je développe. » Il y a une différence. La lumière de l'après-midi dessinait des ombres sur sa mâchoire. Elle détestait à quel point son visage était architectural, tout en lignes nettes et structures intentionnelles. Vous démolissez des bâtiments centenaires pour construire des tours de verre dont personne n'a besoin. Sa voix resta égale, mais son pouls ne le fit pas. Il sourit alors. Pas de la chaleur, juste un acquiescement. Et vous vous accrochez au passé parce que vous avez peur de la suite. L'air entre eux semblait compressé, trop petit pour deux forces opposées. Ils se tenaient à 1,80 m de distance, peut-être moins. Elle pouvait sentir quelque chose de faible, bergamote, cèdre, quelque chose de coûteux et de délibéré. Son regard passa de son visage à la toile derrière elle, puis revint. « Je ne suis pas le méchant que vous croyez, » dit-il calmement. Elle croisa les bras. « Nous verrons. » La première fois que vous rencontrez quelqu'un qui va vous ruiner, vous le reconnaissez rarement. Vous sentez juste le sol bouger et vous vous convainquez que c'est de la colère. Les 3 semaines suivantes furent une série de collisions contrôlées. Il apparaissait à la galerie tous les mardis et vendredis, toujours en fin d'après-midi. Parfois avec des architectes, parfois seul. Elle apprit le rythme de ses arrivées, la manière dont la porte l'annonçait. Elle se disait qu'elle ne l'attendait pas. Un soir, elle le trouva debout devant la même toile qu'elle protégeait. La galerie était vide, la ville dehors virant au bronze avec le coucher du soleil. « Que voyez-vous » demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Il ne sursauta pas. « Quelqu'un qui a compris la perte !» Sa réponse était plus calme qu'elle ne l'espérait, moins répétée. Elle se plaça à côté de lui, assez près pour partager la perspective du tableau. « L'artiste a peint cela après la mort de sa femme, » dit-elle. « Chaque coup de pinceau est un argument avec le deuil. » Il resta silencieux pendant un long moment, et elle le sentit écouter, vraiment écouter. « Est-ce pour cela que vous vous battez si fort, parce que vous comprenez la perte ?» La question atterrit plus doucement qu'elle n'aurait dû.
Elle tourna la tête, le trouva déjà en train de la regarder. « Je me bats parce que certaines choses ne devraient pas être négociables. Même si elles sont déjà parties. » Sa voix ne contenait aucune cruauté, juste une véritable question. L'espace entre eux semblait thermique, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne reconnaissait. Il commença à apporter du café le vendredi. 2 tasses, toutes 2 noires, déposées sur le bureau d'accueil sans commentaire. Elle ne le remerciait jamais, mais elle buvait toujours la sienne. C'est devenu un rituel qu'aucun des deux n'a nommé, cette petite trêve dans leur guerre incessante. Elle commença à remarquer des détails, la manière dont il desserrait sa cravate quand il pensait que personne ne le regardait, la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Un après-midi, leurs mains se frôlèrent en atteignant le même plan. Le contact dura moins d'1 seconde, mais sa peau s'en souvint. Il se retira le premier, la mâchoire se crispant presque imperceptiblement. « Désolé », dit-il, bien que ses yeux disaient tout autre chose. Elle hocha la tête, la gorge soudain sèche, et s'écarta avant que son corps ne la trahisse davantage. La tension ne s'annonce pas, elle s'accumule dans les regards volés et les touches accidentelles, jusqu'à ce que l'air lui-même ressemble à de l'anticipation. Le conseil de préservation de la ville leur donna 60 jours. 60 jours pour prouver la valeur culturelle de la galerie ou la voir devenir des appartements de luxe. Elle se jeta à corps perdu dans le travail, catalogage, documentation, préparation de son dossier. Lui, étonnamment, cessa de presser les délais de démolition. Au lieu de cela, il commença à poser des questions. « Pourquoi cet endroit ?» demanda-t-il un soir, quand la galerie s'était vidée, sauf eux. Elle photographiait une sculpture, la lumière du lampadaire projetant de longues ombres. Ma grand-mère travaillait ici. Elle m'a appris que l'art n'était pas une décoration, c'était une conversation. Elle abaissa son appareil photo, croisa son regard à travers la pièce. Elle disait que les bâtiments conservent des histoires comme les corps conservent des cicatrices. Il se rapprocha, les mains dans les poches, les défenses baissées. Mon père construisait des choses. Il ne s'arrêtait jamais pour se demander si elles étaient nécessaires, juste si elles se vendraient. Il y avait quelque chose de brut dans son aveu, d'inattendu. J'ai passé toute ma vie à essayer de construire mieux, plus intelligemment. Peut-être que j'ai oublié de demander pourquoi. Elle sentit quelque chose changer, pas un accord, mais une reconnaissance. Ils commencèrent à rester plus tard, pas pour travailler, juste pour exister dans le même espace. Elle esquissait des plans de restauration, lui révisait des contrats avec moins de conviction qu'avant. Parfois, il parlait d'art, d'architecture, du grand-père qui lui avait appris à lire les plans. Parfois, il partageait simplement le silence, à l'aise dans son poids. Un soir, elle le trouva devant une sculpture brisée qu'elle restaurait. « Vous croyez vraiment pouvoir la réparer ?» demanda-t-il. Elle regarda le marbre fracturé, la façon méticuleuse dont elle avait arrangé chaque pièce. « Je crois que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour mériter d'être sauvées. » Il se tourna vers elle à ce moment-là, et quelque chose dans son expression ressembla à une mise à nu. Le rituel du café évolua. Il apprit qu'elle prenait le sien avec de la crème les matins froids. Elle remarqua qu'il buvait le sien plus lentement quand il parlait. Ces petites connaissances s'accumulèrent, bâtissant une intimité qu'aucun des deux n'avait permise. Elle se surprit à attendre ses arrivées, puis à se haïr pour cette anticipation, mais pas assez pour arrêter. La connexion ne demande pas la permission. Elle se construit dans les silences partagés et les moments sans défense, jusqu'à ce que les étrangers deviennent les personnes qui vous voient le plus clairement. C'est arrivé un jeudi, inattendu comme le sont tous les tournants. Elle était sur une échelle, tendant la main vers un cadre qui avait migré trop haut. Son pied glissa, juste légèrement, mais assez. Ses mains attrapèrent sa taille avant que son esprit n'enregistre la chute. Soudain, elle fut contre lui, sa poigne ferme, son souffle coupé. « Attention », dit-il, la voix plus basse que nécessaire. Elle pouvait sentir son cœur battre à travers sa chemise, rapide et trahissant. Ses mains avaient trouvé ses épaules sans permission. Pendant 3 secondes, peut-être 4, aucun des deux ne bougea. La galerie autour d'eux se dissolut en impertinence. Il la reposa lentement, prudemment, ses mains s'attardant un moment au-delà du nécessaire. Elle recula, mais pas loin. « Merci », réussit-elle à dire, la voix pas tout à fait assurée. Il hocha la tête, la mâchoire serrée, et elle le regarda déglutir.
L'air entre eux semblait combustible. Plus tard ce soir-là, elle resta pour terminer le catalogage. Il resta aussi, prétendant réviser des documents qu'il avait déjà mémorisés. Le bâtiment se calma autour d'eux. Le vieux bois craquait, la circulation lointaine bourdonnait. Elle leva les yeux, le trouva en train de la regarder avec une expression qui lui fit serrer l'estomac. « Quoi » demanda-t-elle, bien qu'elle sût. « Rien », dit-il. « Tout. » Il se leva, traversa la distance qu'elle avait soigneusement maintenue. S'arrêta juste assez près pour qu'elle doive incliner la tête pour croiser son regard. « Dites-moi de partir », dit-il doucement. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots ne se formèrent pas. Sa main se leva, hésita à 1 centimètre de son visage. Elle pouvait sentir la chaleur de sa paume, la retenue dans son immobilité. « On ne peut pas », murmura-t-elle, bien que son corps se balançât vers lui. « Je sais », dit-il, mais ne s'éloigna pas. Ils restèrent là, suspendus dans le presque, jusqu'à ce qu'elle recule enfin et qu'il la laisse faire. Le presque est souvent plus dévastateur que le baiser, parce que dans l'espace avant la reddition, tout ressemble encore à un choix. Le délai du conseil de préservation était à 2 semaines lorsqu'il la trouva en train de pleurer. Pas de façon dramatique, juste de discrètes larmes coulant sur son visage dans la galerie sombre. Elle révisait des photos de sa grand-mère, se rappelant pourquoi cela comptait. Il apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait été appelé par son effondrement. « Hé !» dit-il, et sa voix ne contenait que de la douceur. Elle essaya d'essuyer son visage, mais il traversait déjà la pièce pour la rejoindre. « Je vais bien », mentit-elle. « Non. » Il s'assit à côté d'elle sur le sol, le dos contre le mur, faisant attention à ne pas l'envahir. Ils restèrent assis en silence pendant qu'elle essayait de retrouver son sang-froid. « Elle est morte ici », dit-elle finalement. « Crise cardiaque, entourée de l'art qu'elle aimait. »« Je suis désolé, » dit-il, et il le pensait. Elle se tourna vers lui, vit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de voir auparavant, une attention sincère. « J'essaie de vendre l'entreprise de mon père, » dit-il soudainement. « J'ai commencé la paperasse la semaine dernière. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ? » ?»« Parce que vous aviez raison. Certaines choses ne devraient pas être négociables. » La confession plana entre eux, lourde d'implications. « Vous êtes en train de détruire votre carrière, » dit-elle. « Peut-être. Ou peut-être que je suis enfin en train de construire quelque chose qui compte. » Ses yeux retinrent les siens et elle sentit le poids de ce qu'il ne disait pas. Elle lui prit la main sans réfléchir, la prit juste, entrelaça ses doigts dans les siens. « Je ne vous hais pas, » murmura-t-elle. « Je sais. » Son pouce bougea contre sa paume, de doux cercles qui ressemblaient à des tremblements de terre. « Je pense que c'est ça qui me terrifie. » Il se rapprocha et elle le laissa faire. « Et si nous n'étions pas ennemis ?» demanda-t-elle à l'obscurité. « Alors nous sommes quelque chose de beaucoup plus dangereux, » répondit-il. Sa main libre se leva, lui enveloppa le visage avec une tendresse dévastatrice. Elle s'inclina dans sa paume, les yeux se fermant, les défenses s'effondrant enfin. « J'ai peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, » dit-il, et embrassa son front comme une promesse. « La vérité arrive quand vous êtes trop fatigué pour continuer à vous cacher, et parfois la confession la plus effrayante n'est pas l'amour, mais l'aveu que les murs n'étaient qu'une protection contre le désir. C'est arrivé 3 jours avant la date limite, sur un toit qu'aucun des deux n'avait prévu de monter. Elle lui avait envoyé un SMS. « Viens sur le toit, je veux te montrer quelque chose. » Il arriva et la trouva debout au bord, la ville étendue en dessous comme une lumière éparpillée. Le vent passait dans ses cheveux et elle semblait incroyablement fragile contre le ciel immense. « Qu'est-ce que je regarde ?» demanda-t-il, se plaçant à côté d'elle. « Tout ce que nous perdrons, » dit-elle, « et tout ce que nous pourrions sauver. » Elle montra le quartier du doigt. Galeries, librairies, les petits cafés qui rendent la ville humaine. « Vos bâtiments sont beaux, mais ils sont vides. Ils n'ont pas besoin de nous. » Il suivit son regard, voyant la ville à travers ses yeux pour la première fois. « Et si je construisais autour d'eux à la place? Si je préservais l'ancien tout en ajoutant du neuf ?» Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés d'un espoir surpris. « Vous feriez ça? Pour vous ?» Sa voix baissa. « Je ferais plus que ça. » L'aveu plana dans l'air frais de la nuit, indéniable. Elle sentit son cœur bégayer, se recalibrer, s'emballer. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Il s'approcha
éliminant la distance qu'il avait toujours maintenue. Parce qu'entre le moment où je vous haïssais et celui où je vous ai connu, je suis tombé. Sa main se leva, traça sa mâchoire avec une douceur insupportable, et je ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir fait. Son souffle s'arrêta, se retint, puis fut relâché tremblotant. « C'est impossible, dit-elle, même si son corps se balançait vers le sien. Je m'en fiche. » Son front toucha le sien, ses mains encadrant son visage. « Dites-moi que vous ne sentez pas cela. » Elle ne pouvait pas, ne voulait pas. « Je le sens, » souffla-t-elle, et elle franchit la distance finale. Le baiser fut tout, doux et féroce, tendre et désespéré. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, les siennes se serrèrent dans sa chemise. La ville disparut, la date limite disparut, toute raison pour laquelle il ne devrait pas disparu. Il n'y avait que cela. Sa bouche sur la sienne, son cœur contre le sien, l'exquise justesse de tomber. Certains baisers ne font pas que changer l'instant. Ils réécrivent chaque instant qui a précédé, jusqu'à ce que toute votre histoire devienne le récit de comment vous avez trouvé la bouche de cette personne dans l'obscurité. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet jusqu'à son appartement terrasse, sa main dans la sienne, les lumières de la ville filant devant la fenêtre. Le silence n'était pas vide, il était plein de tout ce qui était sur le point d'arriver. Son pouce bougea contre son poignet, sentant son pouce accélérer. Elle observa son profil, mémorisant l'apparence de l'anticipation sur son visage. La montée en ascenseur dura une éternité et aucun temps du tout. Il déverrouilla sa porte et elle entra dans un espace qui sentait son odeur, cèdre et bergamote et possibilité. Des fenêtres allant du sol au plafond encadrèrent la ville, leur donnant l'impression d'être suspendus dans la lumière. Il se tourna vers elle, lui laissa l'espace de choisir. Elle réduisit la distance, l'embrassa comme une réponse. Ses mains trouvèrent d'eau sa taille, la tirèrent contre lui, prudent malgré le désir. Elle le sentit trembler, cet homme puissant, défait par l'envie d'elle. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il contre sa bouche. Elle recula juste assez pour croiser son regard. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Il l'embrassa différemment ensuite, plus profondément, plus lentement, comme s'il avait toute la nuit pour l'apprendre. Ses doigts tracèrent la courbe de sa colonne vertébrale, apprenant sa géographie. Elle déboutonna sa chemise de main tremblante, cartographiant la chaleur de sa poitrine. Chaque contact était une révélation. Chaque souffle partagé était de l'intimité. Ils se dirigèrent envers sa chambre comme des danseurs, parfaitement synchronisés. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur sa peau tandis qu'il la couchait. Il embrassa son cou, sa clavicule, la peau tendre derrière son oreille. Elle se cambra contre lui, les doigts s'entremêlant dans ses cheveux, respirant son nom. Le temps devint élastique, dénué de sens. Il n'y avait que la sensation et l'abandon. La façon dont il la touchait ressemblait à de la dévotion, à de la mémorisation, à tomber amoureux au ralenti. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la bravoure de laisser quelqu'un vous voir entière, sans défense, en le choisissant malgré toutes les raisons que la peur murmure dans l'obscurité. Il gisait entremêlé dans des draps coûteux, la ville bourdonnant au-delà des fenêtres. Sa tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs indolents sur son épaule. Aucun des deux ne parlait, tous deux apprenant le langage du silence confortable. Son cœur battait régulièrement sous son oreille, une ancre en territoire inconnu. Elle se sentait à la fois en sécurité et terrifiée, certaine et sans attache. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, la voix rauque de satisfaction. Elle sourit contre sa peau. « Que je devrais probablement me détester pour ça. » Est-ce le cas? Sa main s'immobilisa, attendant. « Non. » Elle leva la tête pour croiser son regard. Même pas un peu. Il la serra plus fort, embrassa sa tempe avec une tendresse dévastatrice. La nuit s'étira élastique autour d'eux. Ils parlèrent de tout, rêves d'enfance, première peine de cœur, les peurs qu'ils n'avaient jamais nommées à voix haute. Elle lui raconta l'ouverture de la galerie où sa grand-mère lui avait tenu la main lors de sa première crise de panique. Il avoua qu'il avait été terrifié par l'échec toute sa vie, construisant des empires pour échapper à son insuffisance. Dans l'obscurité, ils devinrent plus que des corps. Ils devinrent des histoires échangées. Vers 3 heures du matin, elle se leva pour aller chercher de l'eau. Il la suivit jusqu'à la cuisine, l'enlaça par derrière. Elle se pencha contre lui, sentant la réalité solide de sa présence,
Restez, murmura-t-il dans ses cheveux. Cette nuit, ou plus longtemps, demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Les deux, toujours, aussi longtemps que vous me le permettrez. Elle se tourna dans ses bras, vit la vulnérabilité dans son expression. J'ai peur que ce soit trop rapide, trop intense, trop... Il la fit taire avec un baiser, doux mais insistant. Laissez-le être trop, murmura-t-il. Soyons trop. L'intimité n'est pas seulement physique. Ce sont les conversations à 3 heures du matin où vous tendez à quelqu'un votre être non édité et lui faites confiance pour qu'il ne vous édite pas en quelque chose de plus gérable. La réalité arriva avec le lundi matin et un appel téléphonique qui changea tout. Elle était toujours dans sa chemise, préparant du café, lorsque son téléphone sonna. La voix de son père, assez forte pour qu'elle l'entende. « Le conseil a voté. Ils font passer la démolition. » Elle le regarda se tendre, regarda le mode à faire remplacer la douceur qu'elle avait découverte. « Je me suis retiré du projet, dit-il d'un ton égal. Je vends l'entreprise. »« Pas question. » La fureur de son père crépita à travers le haut-parleur. « Tu vas tout perdre, ta réputation, tes investisseurs, ton avenir. » Elle vit le conflit dans ses yeux, les anciens schémas en guerre contre les nouvelles convictions. « J'ai pris ma décision, dit-il, mais sa voix chancela. » Elle posa son café, soudain froid malgré la vapeur. Après qu'il eut raccroché, le silence parut différent, alourdi de conséquences. « Il a raison, dit-elle doucement. Vous détruisez tout ce que vous avez construit. Pour quelque chose de mieux, insista-t-il, tendant la main vers elle. Elle recula, croisant ses bras autour d'elle-même. Et si je n'en valais pas la peine? Et si ceci, elle désigna l'espace entre eux, ne durait pas? Ne faites pas ça, dit-il. Ne vous rapetissez pas pour me donner une porte de sortie. Mais elle pouvait voir le doute s'insinuer, la réalité de ce qu'il sacrifiait. Votre famille me haïra. Vos partenaires commerciaux penseront que je vous ai manipulé. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais sa mâchoire était serrée, le stress inscrit dans chaque ligne. Elle sentit les murs se reconstruire, ceux qu'elle avait si soigneusement démantelés. Le conseil de préservation appela cet après-midi-là. Ils avaient retrouvé des irrégularités dans la documentation de sa grand-mère, des accusations de fraude. Elle savait qui les avait plantées, son père, désespéré de forcer la vente. « Il instrumentalise tout », dit-elle, la voix creuse. Il avait l'air malade de culpabilité. « Je vais arranger ça. Je vais le faire arrêter. » Mais les dégâts se propageaient. Des sources anonymes ont divulgué leur relation à la presse. Milliardaire manipulé par une curatrice croqueuse de diamants. Son téléphone explosa de messages, sa réputation professionnelle soudainement remise en question. Elle se tenait dans la galerie ce soir-là, entourée d'art que sa grand-mère avait aimé, se demandant si se battre n'avait pas été qu'une autre forme d'abandon. Il arriva et la trouva en train d'emballer des effets personnels dans des boîtes. Les complications ne s'annoncent pas. Elles arrivent comme du poison dans le sang, transformant ce qui semblait être une certitude en une collection de conséquences qu'aucun des deux n'avait anticipées. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était rauque, voyant les cartons. Elle ne se retourna pas. « Je pars. Avant que cela ne nous détruise tous les deux. Ce n'est pas votre décision à prendre seule. » Elle lui fit finalement face et il vit la dévastation dans ses yeux. « Votre père a appelé. Il m'a offert 3 millions pour que je disparaisse et que j'arrête de vous manipuler. » Les mots atterrirent comme des détonations. « Vous n'avez pas... » Il ne put finir, ne put respirer face à cette possibilité. « Bien sûr que non. » Sa voix se brisa. « Mais c'est ce qu'ils pensent que je suis, ce qu'ils penseront toujours. » Elle croisa les bras autour d'elle-même, une armure contre tout nouvel effondrement. « Je ne vous laisserai pas tout perdre pour quelqu'un qu'ils ont déjà décidé ne pas en valoir la peine. » Il traversa la pièce en 3 enjambées, ses mains encadrant son visage avec une tendresse désespérée. « Vous en valez la peine, vous valez tout, vous valez plus. Est-ce le cas ?» Les larmes se mirent finalement à couler. « Ou suis-je juste la raison pour laquelle vous pouvez vous rebeller contre votre père ?» L'accusation plana entre eux, tranchante et terrible. Il recula comme si elle l'avait frappé. « Est-ce vraiment ce que vous pensez ?» Sa voix était calme, blessée. « Je ne sais plus quoi penser. » Elle pleurait ouvertement maintenant. « Il y a 1 mois, nous étions ennemis. Maintenant, vous jetez votre empire, et je ne peux pas dire si c'est de l'amour ou de l'autodestruction. » Les mots qu'il n'avait jamais dits, amour, semblèrent soudain à la fois trop grands et trop tardifs.
Il regarda ailleurs, la mâchoire contractée, et elle le vit faire des calculs. « Et si ?» Il s'arrêta, recommença. « Et si je ne peux pas choisir? Entre vous et tout le reste ?» L'honnêteté de cette question brisa quelque chose dans sa poitrine. « Alors vous avez déjà choisi ?» murmura-t-elle. Elle prit un carton, se dirigea vers la porte. « Non. » Sa voix se cassa. « S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. » Elle marqua une pause dans l'embrasure de la porte, le mémorisant, l'homme qu'elle avait haï, connu, auquel elle s'était abandonnée, aimée. « Je ne pars pas pour vous faire du mal, » dit-elle. « Je pars parce que parfois aimer quelqu'un, c'est ne pas le laisser se détruire pour vous garder. »« Ce n'est pas de l'amour, » dit-il désespérément, « c'est de la lâcheté. » Elle sourit tristement. « Peut-être, ou peut-être que c'est la seule chose courageuse qu'il reste. » La porte se referma derrière elle avec une finalité qui résonna. Les vérités les plus cruelles ne sont pas les mensonges que nous nous disons. Ce sont les choix impossibles qui prouvent que l'amour n'est pas toujours suffisant pour surmonter le poids des conséquences. 13 mois passèrent, comme une lente érosion. Elle prit un poste dans un musée à Lyon, mettant de la distance entre eux. Il se battit contre son père, le conseil, la démolition, et perdit tout sauf le combat. La galerie fut démolie un mardi matin, réduite à de la mémoire et de la poussière. Mais quelque chose d'inattendu arriva dans la destruction. Il avait finalement appris sa leçon. Certaines choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour mériter d'être sauvées. Il créa une nouvelle entreprise, plus petite, concentrée sur la restauration et la réutilisation adaptative. Son père le désavoua publiquement. Ses anciens collègues le traitèrent de naïf. Mais il construisait quelque chose de vrai, quelque chose qui honorait ce qui venait avant. Elle lut cela dans des revues d'architecture, se sentant à la fois fière et navrée. Elle revint en ville pour l'ouverture d'une exposition 6 mois après son départ. Entra dans une galerie qu'elle ne reconnaissait pas, neuve mais construite autour des os de quelque chose d'ancien. Et là, au centre, se trouvait la toile préférée de sa grand-mère, celle qu'il avait achetée aux enchères pour un montant qui fit la une. En dessous, une plaque. En mémoire d'Elena Martinez, qui nous a appris que préserver le passé n'est pas refuser l'avenir, c'est construire des ponts entre eux. Elle le sentit avant de le voir. Se tourna pour le trouver en train de la regarder de l'autre côté de la pièce, plus âgé d'une certaine manière, plus stable. Il traversa lentement l'espace, lui donnant le temps de fuir si elle en avait besoin. « Vous l'avez sauvé », murmura-t-elle, regardant le tableau. « J'ai sauvé ce que j'ai pu », dit-il. « Je n'ai pas pu nous sauver. » L'honnêteté de cette phrase, sans prétention, sans manipulation, la défie. « J'avais tort, » dit-elle, à propos de partir, à propos de penser que l'amour n'était pas suffisant. « Vous nous protégiez tous les deux, » répondit-il. « Je comprends maintenant. Parfois, la distance est une autre forme de dévotion. » Ils restèrent debout dans la galerie, entourés d'art et de possibilités et de l'épave qu'ils avaient transformée en quelque chose de nouveau. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Il prit sa main, hésitant, plein d'espoir. « Nous choisissons différemment. » Plus lentement. Les yeux ouverts sur les conséquences. Elle entrelaça ses doigts dans les siens, sentit la justesse familière du geste. « Je suis revenue, » avoua-t-elle. « Il y a 3 semaines, j'ai pris un poste dans votre fondation. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment ? Il se trouve que je suis meilleure pour construire des ponts que pour les brûler, » dit-elle. Il sourit alors, réel, sans défense, l'expression pour laquelle elle était tombée dans l'obscurité. « J'ai toujours peur, » confessa-t-elle. « Tant mieux, » dit-il. « Moi aussi, ayons peur ensemble. » Il l'embrassa là, dans la galerie, entouré de l'art que sa grand-mère aimait et de l'avenir qu'ils choisiraient de construire. La résolution n'est pas faite de fin parfaite. Elle est faite de 2 personnes qui ont été brisées, apprenant à se choisir à nouveau, différemment, avec la sagesse qui vient du fait de savoir que la perte n'est pas l'opposé de l'amour, c'est juste une partie de l'apprentissage de comment tenir quelque chose de précieux sans l'écraser. Certains amours ne s'annoncent pas doucement. Ils arrivent comme des disputes, comme l'impossibilité, comme la personne que vous aviez juré de ne jamais comprendre. Elle pensait le haïr, jusqu'à ce qu'elle le connaisse, jusqu'à ce qu'un baiser devienne 1 millier de choix, chacun plus courageux que le précédent. Ils n'ont pas eu une fin parfaite, ils ont eu une fin réelle, désordonnée et compliquée, et qui valait chaque cicatrice.
Parce que les meilleures histoires d'amour ne parlent pas de personnes qui ne s'effondrent jamais. Elles parlent de personnes qui s'effondrent et choisissent encore et encore de reconstruire. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent pour toujours. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous, il y a toujours une nouvelle histoire d'amour cinématographique, parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.